Bon, aujourd'hui on va répondre à la question, est-ce que le marché des travel planners est saturé? Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que c'est vraiment un marché où vous pouvez trouver votre place en tant que travel planner? Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur des chiffres, sur des analyses et sur ce que je vois du marché, puisque si vous me connaissez pas, moi je suis Elise, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, ça fait 5 ans que j'accompagne des travel planners, j'en ai accompagné plus de 400 et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je parle quasiment à tous les travel planners du marché en France et pas que, et que j'ai une vision qui est assez globale et assez large de ce qu'est le marché, s'il y a encore des places et des segments marchés qui sont saturés en opportunités ou pas du tout exploités, et on va parler de tout ça dans la vidéo. Déjà, on va replacer le contexte. Un travel planner, c'est quoi? Parce que là aussi, on entend de tout. Un travel planner, c'est une personne qui fait du conseil, c'est-à-dire qui va aider des voyageurs, grâce à ses conseils, à organiser leur voyage. C'est un entrepreneur plutôt individuel, donc un solopreneur, quelqu'un qui a un statut, par exemple, comme la micro-entreprise, mais qui peut aussi avoir d'autres statuts, SAS, etc. Un travel planner, il fait quoi? Ses missions, ça va être conseiller, donc donner des informations sur la destination, proposer des prestations qui peuvent être de l'hébergement, du transport, de la location de voiture, des activités, en fonction des demandes et des besoins du client. C'est un entrepreneur qui va faire uniquement du conseil, il ne va pas vendre de voyage ni encaisser de l'argent en totalité ou en partie pour réserver à la place du client. Ça, c'est une agence de voyage qui fait ça pour des questions légales et réglementaires. Un travel planner, il vient créer un itinéraire sur mesure, proposer un carnet de voyage, proposer du conseil, du coaching. Il peut être spécialiste ou généraliste, il peut être basé à l'étranger ou en France. C'est plutôt quelqu'un qui travaille seul, qui n'a pas d'attache, donc qui n'est pas lié d'une quelconque façon à des acteurs économiques particuliers. Il peut travailler comme apporteur d'affaires avec une agence. Donc le travel planner, c'est un conseiller voyage. Vous pouvez dire aussi conseiller tourisme, planificateur de voyage, mais c'est quelqu'un qui ne fait que du conseil et pas de la vente de voyage. On va parler du marché. Alors, le marché actuel des travel planners, il ressemble à quoi? Déjà, pour vous parler du marché actuel et vous donner des comparaisons, aujourd'hui, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de statistiques officielles qui recensent le nombre de travel planners qu'il y a en France, qui recensent lesquels travaillent avec des agences ou purement en solo. On n'a pas toutes ces données. Donc, moi, ça fait 6 ans que je suis à mon compte, mais ça fait 15 ans que je suis dans le monde du voyage. J'ai travaillé en agence de voyage. Aujourd'hui, j'ai créé la première formation en France sur le métier de travel planner. Et je discute avec globalement tous les travel planners, peut-être pas tous, j'exagère, mais avec beaucoup de travel planners, pour vous donner des chiffres, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'appréhender un marché. Le marché actuel, c'est pas que celui des travel planners, on va parler du marché du voyage, parce qu'il y a plein de choses à dire. On a quand même eu une crise qui a duré un peu longtemps, et ça a été le moment aussi où depuis quelques années, on a de plus en plus de travel planners, donc forcément, il y a un impact, c'est corrélé, donc on va parler de ça. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais pas si vous le savez, le marché et en fait les emplois dans le monde du voyage, notamment en agence de voyage et en voyagiste ou tour opérateur, c'est la même chose. On est sur environ 28 000 salariés en France. Alors, les dernières données que j'ai trouvées datent d'un rapport qui est sorti en 2019. Depuis, on n'a pas eu d'autres rapports parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a connu une petite crise et qu'on a étudié d'autres choses. Donc, à date, le dernier rapport qui est sorti, qui est un rapport de l'INSEE, il y a 28 000 salariés dans le monde du voyage. Et, tenez-vous bien, il y a aussi le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires hors taxe, enfin ce que génère le monde du voyage, quand l'étude est sortie en 2019, je vous ai ressorti le chiffre parce que c'est quand même assez significatif, on est sur 11,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, qui est quand même assez énorme. C'est un marché qui est gigantesque. Vous vous rendez compte? Alors, effectivement, depuis le Covid, il y a eu des fermetures d'agences, il y a des PGE qui arrivent à terme et qu'il faut rembourser, il y a eu des liquidations, mais il y a aussi des nouvelles immatriculations qui sont arrivées. Ça a certainement un peu bougé, mais c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée sur quelle est la taille du marché classique. Vous vous rendez compte que le marché n'est pas petit, et là non plus, il n'est pas saturé, puisque il y a des entreprises qui s'arrêtent, il y en a qui se créent, il y a des rachats, il y a des fusions. C'est une industrie qui continue d'évoluer. Deuxième chose que je trouve importante et intéressante à aller regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Parce que on a effectivement eu, je vous le rappelle, quand même des années compliquées. 2020, n'en parlons pas. 2021, 2022, les frontières ont été réouvertes en totalité à partir de 2023. Forcément, ça ne fait que 2 ans qu'on revoyage de façon normale, on va dire. Donc le Covid a bien sûr eu un impact. Il a eu un impact effectivement sur la façon de voyager, sur la façon de s'informer sur les attentes des voyageurs, mais ça a aussi eu un impact sur la demande dans le voyage. Quand la crise est arrivée, les premières projections qui ont été faites, 2019 avait été une année extrêmement bonne dans le voyage. Les premières estimations qui étaient faites sur la reprise de l'industrie du tourisme, elles n'étaient pas folichonnes. Alors, il était plutôt établi que le secteur du tourisme retrouverait en gros son rythme de croisière et son niveau d'avant-pandémie, en 2026. On est en 2025.
Et les chiffres parlent pour eux, puisque ça s'est énormément accéléré en 2023 et en 2024. On a atteint en 2024 les chiffres qu'on connaissait d'avant la pandémie, ce qui veut dire que l'industrie et en fait la demande client a repris bien plus vite que ce à quoi on s'attendait. Ce qui est positif effectivement pour l'industrie, ça veut dire que l'envie de voyage, elle n'est pas partie, elle s'est modifiée, les besoins, les attentes ont évolué, ne se sont pas transformés à 100% mais ont changé. Et surtout, l'industrie retrouve un rythme qu'elle connaissait avant le Covid. Parce que vous vous doutez bien que quand on vit une crise comme ça, dans tous les secteurs d'activité, et encore plus dans le voyage parce que c'est à l'international et même au national, il y avait quand même beaucoup de crainte et d'anxiété qu'on ne retrouve pas un niveau d'activité équivalent à ce qu'on a connu. Donc en gros, en 2024, il y a eu 1,4 milliard de touristes dans le monde, ça c'est une source ONU, donc il y a 1,4 milliard de touristes qui ont voyagé en 2024, ce qui est 1% de plus qu'en 2019, mais surtout 10% de plus qu'en 2023. Donc oui, dès 2024, on a atteint les chiffres de 2019 qui était une année record, vraiment une très bonne année dans le voyage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de savoir comment a évolué le marché, comment a été impacté le marché, comment est le marché à l'heure actuelle. Donc le marché au sens large, là on parle du tourisme au sens large. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vous disais qu'en gros, il y a 4800, 5000 entités, donc entreprises, dans le marché, on va dire, plus traditionnel et classique. Aujourd'hui, les travel planners qui en font une réelle activité et qui s'investissent dans leur entreprise, à tout casser en France, il y en a 4 à 500, pas plus. Parce que comme dans tout secteur, vous avez des gens qui se lancent, des gens qui perdurent, des gens qui arrêtent, des gens qui transforment aussi leur activité en agence de voyage ou sous d'autres formats. Donc aujourd'hui, clairement, quand vous voyez la taille du marché actuel classique et la taille du marché des travel planners, je pense qu'en termes de saturation ou d'opportunité marché, vous vous rendez déjà bien compte qu'il y a des choses à faire. Allez, je m'installe un petit peu tranquillement pour la suite. On va parler maintenant de la perception du marché, parce que ça, c'est en fait ça qui souvent vous perd, c'est que vous avez l'impression que le marché est saturé. Pourquoi vous avez l'impression que le marché est saturé? Je vais vous donner un bon exemple à cause de ça, à cause de votre téléphone et d'Instagram. Parce que quand vous commencez à vous intéresser au marché des travel planners, ce que fait à peu près 90% des gens, c'est d'aller sur Instagram, de taper Travel Planner, et si je le fais en live avec vous, si je tape Travel Planner, je pense que j'ai, je sais pas, alors, est-ce que j'ai des dizaines de comptes qui remontent? Oui, bien sûr, il y a plein de comptes qui remontent. Il y a des comptes qui ne sont pas forcément des Travel Planners, il y a des comptes qui en sont, et quand vous faites défiler comme ça, et ben forcément vous vous dites oh waouh, il y a quand même beaucoup de gens sur le marché quoi. Est-ce que vraiment moi au milieu de tous ces gens, je vais avoir une place? Alors Instagram et Internet, c'est pas un monde qui est fini. Vous savez qu'Internet, il y a de la place. Le problème d'Instagram, c'est qu'une fois que vous avez commencé à chercher du contenu sur les travel planners, vous allez avoir que ça. Puisque, et c'est là que vous vous rendez compte, si on va un peu plus loin, que l'algorithme est très puissant et peut vraiment bien vous servir en tant qu'entreprise, c'est qu'une fois qu'il a identifié que vous étiez intéressé par quelque chose, il va vous donner du contenu. Il va amener de l'eau à votre moulin. Le problème, c'est que vous et votre cerveau qui se dit ouh là là, attention, alerte, là ça a l'air de pas être génial, vous vous dites ouais mais en fait il y a tellement de gens et il y a tellement de comptes, comment moi je vais trouver ma place, comment moi je vais avoir des clients, comment est-ce que moi on va me remarquer sur les réseaux sociaux? Alors première chose, déjà, que vous soyez sur Instagram ou pas, vous pouvez être remarqué. Vous pouvez être remarqué sur un marché où il y a du monde. On va donner des exemples. Combien y a-t-il de créateurs de bougies, de créateurs de vêtements, de comptes de wedding planner, de comptes de graphistes, de comptes de photographes? On pourrait aller de restaurants. On pourrait aller très très loin comme ça. On pourrait faire quasiment de coiffeurs, de tout ce que vous voulez, qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui ont quand même des clients. Est-ce que ça veut dire qui font mieux que vous, qui sont plus intelligents? Pas forcément. C'est parfois juste qu'ils ont le bon message, avec le bon design, et un compte qui est travaillé, et un compte qui a l'air professionnel. Donc, la perception que vous avez de la saturation, c'est juste parce que vous êtes beaucoup exposé à un contenu. Donc, prenez de la distance. Vous avez besoin effectivement de vous intéresser à ce domaine parce que vous voulez vous y lancer. Par contre, gardez toujours en mémoire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez choisi aussi de le voir, donc prenez de la distance. Oui, il y a des gens qui sont présents et je vais aller même plus loin. S'il y a des travel planners présents, ça veut dire aussi qu'il y a de la demande. Et ça, pour vous, c'est un très bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a aussi de la demande client et que si vous vous lancez, il y a un marché qui existe. On parlait un petit peu de ça juste avant. Donc aujourd'hui, les clients, ils attendent quoi exactement d'un travel planner ou de n'importe quel prestataire dans le conseil? Eh ben, ils attendent d'être conseillés. Ça paraît fou, hein. Mais je vous le redis parce que ça me paraît basique, mais quand on fait de la prestation de service, quand on fait du conseil, les gens en face attendent à minima que, 1, vous les écoutiez, que vous preniez en compte leurs besoins, leurs freins, leurs envies, et 3, que vous produisiez un conseil qui soit personnalisé. Personnalisé ne veut pas dire on va aller chercher le petit truc qui est différent pour... Non, personnalisé, ça veut dire être capable d'écouter son client, être capable d'analyser ce qu'il nous dit, de faire des liens et de se dire ok, mon client, son biais d'achat, c'est le confort, je ne vais pas lui proposer par exemple un hôtel qui serait dans le Bronx à New York parce que
il n'a pas envie de passer son temps dans les transports. Ça peut être un exemple. Et aujourd'hui, ce qui revient le plus dans la bouche des clients, c'est je veux du sur-mesure, je veux être écouté, je veux gagner du temps, je ne veux pas avoir toute la destination avant de partir et surtout, et ça c'est un des gros impacts du Covid, je veux déléguer ce qui me fait perdre du temps ou les choses où j'ai l'impression de perdre du temps. C'est pour ça que des business comme HelloFresh et Wikasa se développent et explosent parce qu'aujourd'hui les gens ont conscience que le temps, ça ne se rattrape pas. Quand on vous dit on va rattraper le temps, c'est faux. Le temps ne se rattrape jamais et on l'a bien compris avec le Covid. Donc, ce dont ont besoin les gens, c'est vraiment d'avoir des personnes en face d'eux qui sont capables de leur dire ça, par rapport à votre budget, c'est possible, ça n'est pas possible, de leur éviter l'ascenseur émotionnel du voyage de rêve. Et en fait, quand ils voient le budget, c'est 3 fois plus cher que ce qu'ils ont envisagé et du coup, ils sont dégoûtés parce qu'ils ne peuvent pas se payer ce voyage-là. Et ils ont aussi besoin d'entendre qu'il y a des choses qui sont des réalités et que tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible dans toutes les destinations, que par exemple, les normes hôtelières ne sont pas les mêmes en France, en Croatie, aux États-Unis ou au Japon, que les façons de se déplacer, que ça soit en location de voiture ou en train, ne sont pas les mêmes partout dans le monde, et qu'effectivement, le voyage va être adapté, les prestations vont être choisies pour eux par rapport à leurs besoins, parce que vous les avez écoutés, vous avez centralisé, analysé, et vous leur proposez des prestations qui sont justes, tout en respectant leur budget. Aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent être écoutés, parce qu'on ne s'écoute plus. Malheureusement, aussi à cause de ça, et à cause de ce que je suis en train de faire, des vidéos, où notre attention est captée par plein de choses. Aujourd'hui, les gens, et moi je le vois régulièrement, quand on est en discussion avec des gens, qu'on prend des notes, qu'on s'intéresse à eux, moi ça m'arrive régulièrement qu'on me dise « Ah mais vous prenez des notes ?» Alors moi je fais plus de prestations de travel planning, mais ça m'arrivait quand j'étais travel planner, les gens regardaient ce que je notais sur mon carnet, parce que oui, je ne peux pas tout intégrer tout le temps, et que pour moi, ce qui est important, c'est de bien cerner la demande du client. Pour ça, j'ai une trame, c'est ce que je donne aussi dans la formation, c'est comment mener des entretiens clients, parce que c'est pas juste demander où vont les gens, qu'est-ce qu'ils aiment et à quelle période ils partent. Pas ça, on va beaucoup plus loin que ça. Et surtout, c'est être capable, à la fin de l'appel, de scanner ce qu'on a noté, de se dire ok, le client il m'a dit ça, il a besoin de ça, ça il apprécie pas, je vais plutôt partir sur tel type de programme, et on construit comme ça l'itinéraire. Et la co-construction fait aussi grandement partie de ce que les gens attendent. Ils ont envie d'être acteurs de leur voyage, ils ont envie de prendre des décisions, ils ont envie que ça soit flexible et que ça soit simple et que ça s'adapte à eux. Et en fait c'est ça que ça veut dire le sur-mesure. Très souvent quand on parle de voyage sur mesure, il y a un peu ce côté sur-mesure c'est forcément cher, pas du tout. Sur-mesure ça veut dire que ça doit leur ressembler, ça doit s'adapter à eux, et pas l'inverse. Autre sujet qu'il faut qu'on aborde, on en a parlé il y a pas très longtemps avec mes apprenants dans la communauté de ma formation, on a parlé d'intelligence artificielle. Oui, on parle encore de ça. Oui, désolé, j'ai l'impression qu'on parle de ça régulièrement, mais c'est une technologie qui n'existait pas, ou du moins à laquelle on n'avait pas accès, nous, entre guillemets, quand moi je me suis lancée en 2019. Aujourd'hui, alors oui, la technologie est accessible. Maintenant, est-ce que ça va détrôner tous les métiers? Je pense qu'à un moment, il faut aussi, pareil, raison garder. Oui, si vous n'avez aucune compétence, aucune plus-value, bien sûr qu'une IA va faire votre travail à votre place. Je dis pas qu'il y a des métiers qui n'ont pas de compétences, mais si vous êtes dans un métier où l'IA arrive en concurrence, ça veut dire que c'est à vous, en tant qu'humain, à apporter quelque chose de plus. On peut dire ce qu'on veut, l'IA, malgré tout, n'est pas un conseil humain. L'IA ne voyage pas, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais allée à destination pour manger une pizza à Rome. A priori, vous me direz si je me trompe. Donc il y a quand même des choses que l'IA ne peut pas retranscrire, ne peut pas transmettre, parce qu'elle ne l'a pas vécu. Ça, c'est un fait. Maintenant, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, faites-le à bon escient. Si vous regardez un petit peu ce qui est proposé, notamment sur les itinéraires, c'est quand même du classico-classique, parce que on va aussi remettre l'église au milieu du village. L'intelligence artificielle se nourrit d'Internet, se nourrit donc de ce qu'elle trouve, et elle peut aussi se nourrir de choses qui sont fausses. C'est pour ça que malgré tout, il faut vérifier les informations que vous obtenez grâce à l'intelligence artificielle, et que si vous deviez vous en servir, le but, c'est que ça vous facilite la vie. Si c'est pour y passer des plombes et parce que vous n'arrivez pas à vous en servir ou parce que ça vous fait perdre du temps, c'est pas pertinent. Ça doit vous en faire gagner. Et deuxième chose, et ça je pense que c'est un trait qui est très présent chez les entrepreneurs, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est exposés à l'intelligence artificielle parce que c'est une révolution dans beaucoup de domaines, parce que beaucoup d'entrepreneurs disent s'en servir pour gagner X milliers d'euros en plus tous les mois, blablabla. Ça ne touche pas forcément vos clients. C'est pas parce que vous êtes documenté sur un sujet que vos clients, ont la même norme et dose de documentation, 2, vont savoir aussi bien que vous s'en servir, parce que nous n'allons pas nous mentir, il y a quand même beaucoup de gens, quand vous leur parlez d'intelligence artificielle, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui n'ont pas envie de s'en servir, et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité, ou du moins le savoir, de créer un prompt, de poser les bonnes questions. Alors oui, il y en a que ça intéresse, et je vais être très honnête, les gens qui de toute façon font leur voyage via une intelligence artificielle ne payeront pas du conseil. C'est des gens qui ne veulent pas payer. Et je vous le dis ici,
Vous n'êtes pas là pour faire de l'évangélisation, pour convertir les gens au travel planning. Vous êtes là pour proposer une solution quand c'est pertinent pour ces gens-là. Les gens qui ne veulent pas payer, votre service il coûterait même que 5 €, ils ne voudraient pas le payer. Et avec ces gens-là, c'est pas la peine de se battre, c'est pas la peine de vouloir les faire changer d'avis. Concentrez-vous sur les clients qui, eux, ont conscience que le conseil, ça se paye. Donc l'intelligence artificielle, oui, ça prend de la place dans le voyage. Il va y avoir aussi des évolutions en termes de régulation. Nous sommes dans un pays qui est très protecteur envers le consommateur. Donc il y a aujourd'hui l'IA, c'est quand même récent. Il y a des discussions, notamment d'avocats spécialisés sur ces sujets. Il y a des discussions aussi autour de la propriété intellectuelle. Bien sûr qu'à terme, ça va évoluer, qu'il faut garder ça en tête et s'en servir quand ça peut être possible et quand ça vous est utile. Mais non, ça ne va pas, à mon sens, et vous me direz si j'ai tort, si vous pensez autrement, je ne pense pas que ça remplace tous les métiers de conseil. Vraiment, je ne pense pas parce que aujourd'hui, et ça c'est un des impacts aussi du Covid, les gens ont conscience que le conseil, ça se paye et que le conseil, c'est un vrai savoir-faire. On va finir sur ça. La question c'est, oui, mais comment on fait pour se démarquer? Alors, je vais redire un des petits warnings que j'ai dit avant. Vous n'avez pas besoin de vous démarquer outre mesure. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, c'est pas d'aller chercher la niche microscopique où il va y avoir 3 clients et après vous avez plus de business. C'est pas pérenne. Le but d'une entreprise, c'est de savoir si dans son marché, il y a assez de prospects, il y a assez de clients qui sont prêts à payer et est-ce qu'on peut les fidéliser. Moi, c'est ma vision du travel planner. Le travel planner, et je forme mes apprenants comme ça, deviennent des références. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les clients font appel à mes apprenants, ils sont tellement satisfaits du service, quand ils sont contents et qu'ils rentrent de voyage, ils leur confient déjà les prochains projets. Et ça, quand on est indépendant, ça n'a pas de prix. Fidéliser, ça n'a pas de prix. C'est ce qu'on appelle la durée de vie d'un client. En gros, c'est penser un client pas comme un one-shot, mais vous construisez une relation long terme. Et ce client-là va revenir parce qu'il est satisfait de votre service et que vous êtes devenu sa référence voyage, mais il va aussi vous recommander. Donc aujourd'hui, se démarquer, je vais être très honnête, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas des secret sauce, des hacks, des méthodes cachées, machin, la recette secrète, pas du tout. Aujourd'hui, vous démarquer, c'est très simple. Il faut faire ce que vous dites et dire ce que vous faites. Je répète, il faut faire ce que vous dites et dire ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire ce que vous dites, ça veut dire quand vous annoncez quelque chose, vous le faites. Si vous dites à vos clients que vous avez 3 visios de 30 minutes incluses dans vos offres de travel planner, vous devez les faire. C'est pas juste pour faire joli, c'est inclus dans votre service. Vous devez offrir ce qui est inclus dans votre service. Offrir, le donner au client, hein, contre rémunération. Attention, je parle pas de cadeau. C'est pas à la tête du client. Je le rappelle là quand même, ce n'est pas légal de facturer des choses à la tête du client. Ça ne marche pas comme ça le business. Vous avez des prix, vous avez des offres, vous devez offrir la même chose à tout le monde. Donc, faire, ça c'est faire ce que vous dites. Donc, vous dites des choses, vous annoncez des choses dans vos offres, ils doivent y avoir accès. Et dire ce que vous faites, c'est plutôt ce qu'on va appeler montrer des coulisses, humaniser votre entreprise. C'est montrer effectivement que vous êtes une entreprise humaine. Les clients, aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent savoir qui est la personne derrière le logo, l'entreprise. D'ailleurs, par pitié, arrêtez de mettre des logos sur vos comptes Instagram. Les gens se fichent de vos logos. C'est pas ça qui va les faire acheter. C'est pas un joli carrousel ou une musique trendy. Ce qui va les faire acheter, c'est vos valeurs, votre vision du voyage, votre façon de leur parler, les mots que vous employez. C'est ça qui fait que les gens vont acheter. C'est quel humain vous êtes et quelle est votre proposition de valeur. Si vous êtes juste là à vous excuser, à dire voilà, moi je suis travel planner parce que j'aime voyager, ah oui, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas la peine, ça va séduire personne. Par contre, si vous êtes bien ancré sur vos appuis, comme on dit, et que vous dites dans vos contenus, moi, mes valeurs, c'est le respect des gens, le respect de la faune, le respect des lieux, voilà la charte que j'ai créée, voilà le type de prestation que je vous propose, et en gros, si ça convient pas, c'est pas avec moi qu'il faut travailler. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi, ça me convient pas ». Par contre, vous allez avoir toute une ribambelle de gens qui, eux, vont dire « Mais moi, c'est ça que je veux. C'est cette vision du voyage-là qui me parle. C'est celle-là qui m'intéresse. Moi, c'est ça que je veux vivre en voyage. C'est ça que je veux découvrir. » Il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup sur les réseaux sociaux, je trouve, c'est que c'est social. Réseaux sociaux. Il y a sociaux dedans, ça devrait déjà donner une indication. Vous êtes là pour connecter avec des gens, vous êtes là pour parler avec des gens. Sortez des trucs hyper corporate, vous n'êtes pas une entreprise du CAC 40. Ce qui va vous permettre de vous démarquer, c'est votre identité d'entreprise, votre identité d'entrepreneur, les valeurs et ce que vous véhiculez avec votre entreprise. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de méthode. C'est qui vous êtes, ça vient de vous. Si ça ne vient pas, c'est peut-être qu'il y a un autre problème et il y a un truc à creuser, mais moi, quand j'accompagne des travel planners, il y a toujours le début d'une histoire, ça part toujours de quelque chose. Si vous vous lancez en tant que travel planner, il y a forcément en vous quelque chose qui vibre. Oui, c'est certainement la passion du voyage, ça c'est la porte d'entrée. Bien sûr que les gens qui intègrent cette industrie sont à minima passionnés ou intéressés par le voyage, mais pour beaucoup ça va plus loin que ça, vous n'êtes pas juste passionné par le voyage. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Moi j'ai des apprenants, ils ont appris des langues étrangères pour pouvoir partir régulièrement dans certains pays parce qu'ils sont spécialisés. Il y en a qui se sont expatriés, il y en a, ils voient tous les reportages, ils lisent tous les bouquins, ils ont des milliers
millions de guides chez eux. Et en fait, même quand il n'y a pas de projet client, ils sont plongés dans des guides, dans des reportages, ils se documentent, ils s'informent. Et ça, on peut pas vous le prendre, ça vous appartient. Aujourd'hui, les gens en ont marre des entreprises toutes lisses, des grandes entreprises. Ils ont besoin de savoir qui sont les gens. Ils ont besoin d'humains. On a beaucoup compris aussi avec le Covid qu'on avait perdu cette notion d'humain. Et les humains, c'est pas des gens parfaits. On ne vous demande pas d'être parfait. Vous démarquer aujourd'hui, c'est aussi et avant tout être professionnel. C'est pour ça que je vous dis, faire ce que vous dites, dire ce que vous faites. Dire ce que vous faites, c'est aussi montrer des coulisses. C'est aussi montrer que vous êtes un humain. Les gens s'attachent à vous. C'est pour ça que les logos, ça ne fait pas vendre. C'est pour ça que les carousels, ça fait pas vendre. Par contre, un ensemble de choses, votre photo, votre ton, vos stories, votre façon de communiquer, les valeurs, les choix des prestataires que vous mettez en avant. Oui, ça va faire la différence. Et ça passe aussi par votre posture de chef d'entreprise. C'est-à-dire, on arrête de s'excuser. Vous n'êtes pas là par hasard comme ça. Cachez pas derrière votre petit doigt, vous êtes un chef d'entreprise. Donc vous avez une posture de chef d'entreprise, une posture de professionnel. Si on vient vers vous, c'est parce que vous êtes professionnel, parce que les gens vous voient comme des professionnels. Ça, encore une fois, vous pouvez choisir de vous former ou pas, c'est vous qui voyez. Bien sûr que la formation est un argument pour vous montrer professionnel et montrer votre investissement dans votre entreprise. Donc est-ce que c'est possible de se démarquer? Oui, c'est bien sûr toujours possible. Et encore une fois, on vous dit pas de devenir le roi ou la reine des travel planners, d'être le travel planner. On vous demande d'être professionnel, de savoir écouter vos clients, de comprendre. Et ça, c'est de la psychologie de la vente, c'est-à-dire que ça sort pas d'un chapeau. Ça, vous avez besoin de comprendre c'est quoi les motivations d'achat, c'est quoi le parcours d'un client, comment il se documente, comment il décide de partir dans telle ou telle destination, c'est qui les voix d'autorité qui l'écoutent. Et ça, je suis désolée, je vais le rabâcher, mais ça, c'est l'étude de votre cible. Oui, vous allez devoir y passer. Oui, je sais, ça ne plaît à personne, mais vous avez obligation de travailler votre cible. Si vous créez une entreprise, c'est pas pour créer 4 posts Instagram. Je suis désolée, ça c'est pas entreprendre. Et les gens qui vous disent misez tout sur Instagram, ce n'est pas un bon conseil. Voilà, je vous le dis là en tant que formatrice et en tant qu'entrepreneur. Ça fait 6 ans, moi, que j'ai mon entreprise. Je n'ai pas misé que sur Instagram, pas du tout. Et en fait, ce que vous devez maîtriser, c'est vendre, mais c'est vendre de façon générale. C'est-à-dire vendre quand vous rencontrez des gens, vendre sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une façon de se démarquer. Les gens qui savent vendre, qui savent comprendre les motivations d'achat, bien sûr, sont des gens qui convertissent beaucoup mieux. Moi, mes apprenants, leur taux de conversion est plutôt autour de 60%, ce qui est un très bon taux de conversion dans la prestation de service. Et, encore une fois, c'est pas un coup de bol. C'est parce qu'ils ont bossé, c'est parce qu'ils savent mener des entretiens, parce que oui, mener des entretiens clients, c'est un savoir-faire. Et parce que derrière, il y a des actions qui sont stratégiques, les offres, elles sont pertinentes, la façon de les mettre en avant, elles sont aussi impactantes. Il n'y a pas de mystère. C'est le travail. Voilà. Je suis désolée si vous attendiez un truc, pour se démarquer, il y a la recette Élise, il y en a pas. Et les gens qui vous disent que ça existe, je suis désolée, je vais le dire là, même si je m'attire les foudres, ce sont des menteurs. Il n'y a aucune recette pour se démarquer. Aucune. Sinon, 1, la personne qui l'a inventé la vendrait très cher. 2, on l'aurait tous acheté. Bon, pour clôturer cette vidéo, est-ce que le marché est saturé? Non. Je vais vous donner un bon exercice. Baladez-vous, discutez avec des gens, peu importe qui, votre mère, votre cousine, vos amis d'enfance, des gens sur les réseaux sociaux, peu importe. Demandez-leur s'ils savent ce que c'est un travel planner. Demandez-leur de vous expliquer ce que c'est un travel planner. Vous allez vite voir que beaucoup de gens savent pas ce que c'est. Ça, c'est le signe qu'un marché n'est pas ni mature, ni saturé. Le jour où on arrivera et que les gens se diront « Ok, on sait exactement ce que c'est un travel planner. Ouais, un travel planner, ça fait ça, ça, ça et ça. Moi, je fais appel à un travel planner depuis X années. » Ok, là, on sera sur un marché mature. Ça veut même pas dire que le marché sera saturé. Donc non, le marché n'est pas saturé. Comme je vous le disais, vous avez cette impression parce que vous vous documentez sur le métier et du coup, vous êtes beaucoup soumis à des contenus. Donc prenez de la distance. Gardez juste ce que vous avez besoin pour analyser et gardez de la distance. Et je vais vous donner un conseil dans le conseil. Ne suivez pas de travel planner. Surtout si vous voulez vous lancer. Parce que 1, vous allez vous comparer constamment. 2, vous allez en plus, sans le vouloir, être infusé par ces contenus-là et ça va avoir de l'impact sur ce que vous voulez développer. Donc c'est pas la meilleure idée. Et 3, si vous regardez constamment ce que font les autres, vous n'allez pas travailler sur votre business à vous. Donc moi je vous conseille, regardez devant, faites vos plans, menez des actions, ne regardez pas ce qui se fait autour. Regardez de façon générale, de temps en temps, comment se porte le marché, mais ne regardez pas vos concurrents tous les jours. Ça ne sert à rien à part vous mettre le moral à zéro. Et est-ce qu'on peut se démarquer? Oui, c'est encore possible de se démarquer. Oui, c'est possible d'avoir des clients. Aujourd'hui, le travel planner, ça répond à un besoin de sur-mesure. Ça répond aussi à une clientèle qui est extrêmement digitalisée, qui est OK avec les pratiques de passer par des comparateurs de prix, d'acheter sur des centrales hôtelières, de réserver des activités et de piocher en fait ses prestations sur différentes plateformes, mais qui arrive un petit peu au bout, entre guillemets, de ce qu'est le digital et a envie d'allier digital et humain. Donc d'avoir du conseil d'un côté et de garder la main sur ses réservations et de choisir les prestations. Ça peut arriver d'ailleurs que des clients choisissent autre chose que ce qui est recommandé par le travel planner puisqu'ils ont la main libre sur les réservations. Aujourd'hui, le travel planner, c'est la meilleure alliance des deux. Ça permet aux gens de garder la partie digitale tout en ayant
un conseiller personnel qui va les aider à construire le voyage qui leur plaît. J'espère que ça vous aura aidé à prendre du recul sur la partie saturation du marché. J'attends vos commentaires, je suis sûre que ça va amener des discussions hyper intéressantes. Si ce format vous plaît, dites-le moi, j'analyserai d'autres sujets du marché et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.